Merci. Alors, c'est un plaisir d'être là, d'être accueilli toujours dans la chaleur du Nord. Hein. Et je sais que c'est un challenge parce que vous arrivez de déjeuner, peut-être que vous aurez des effets insuliniques. Nous verrons post-prandio, mais je vais essayer de vous maintenir réveillé. Alors, merci pour cette introduction. Je vais vous présenter quelque chose qui est un peu austère, je suis désolé, et il y aura un peu de lecture, mais je vais essayer de commenter à chaque fois ce que je vais vous présenter. Le challenge qu'on m'a imposé et que j'ai accepté, c'est ce titre-là, des initiatives nationales à moyens constants. Ça peut faire un peu paupérisation, moyens constants. Évidemment, on parle de moyens humains et de moyens financiers. Je vais essayer de vous démontrer que les moyens, nous en avons et qu'on peut essayer d'en avoir plus. Alors, en introduction aussi, vous voyez en bas là une ribambelle de petits logos. Sans ces logos, le service que je dirige n'existerait pas. Et ça aussi, ça a à voir avec l'accès aux moyens pour fonctionner. On est obligé d'une certaine manière d'avoir des contacts privilégiés qui sont soit administratifs, soit financiers, soit méthodologiques, avec des structures. Vous voyez évidemment le logo de l'Agence régionale de santé, Île-de-France en l'occurrence, la mairie de Paris qui a la particularité, un peu comme à Washington, d'être à la fois une ville et un département. La maison départementale des personnes handicapées, la région Île-de-France qui nous a soutenus à l'ouverture, la Fondation de France, qui nous soutient, je crois que c'est la 9e fois que nous sommes financés par la Fondation de France, la Fondation de Necker, qui a encore récemment soutenu 4 de nos projets avec nos jeunes patients. Et puis les associations d'usagers, UNAFAM et SchizoWi, pour ne citer que ceux qui sont les plus connus, le laboratoire de management dont vous venez de parler, et puis le fait que nous soyons affiliés à l'International Early Intervention à Melbourne. Alors, le sommaire, je vais vous parler à peu près pendant 40 minutes. C'est d'abord rappeler des chiffres. Alors, je voulais faire un jeu de mots sur chiffres et les lettres, mais je n'ai pas réussi, alors j'ai écrit ça. C'était pour rappeler le fait qu'on parle d'humain, d'individu, malgré le contenu un peu austère et un peu organisationnel de ce que je vais vous raconter. On ne perd jamais de vue qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui sont souffrants et qu'on essaie de ramener à la meilleure vie possible. Et puis, quelque chose que Anaïs a déjà abordé, c'est que la santé mentale est un secteur qui est extrêmement favorable à l'innovation, et pas que à l'innovation organisationnelle. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. D'autre part, il y a le défi financier. Là aussi, je vais essayer de vous démontrer que peut-être que ça coûte et peut-être que ça doit coûter beaucoup d'argent, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde admet. Notre collègue parlait de l'IRM 7 Tesla. Il ne nous a pas dit combien elle coûtait, hein. Mais tout le monde a admis qu'il en fallait une. Donc la prochaine fois, je vous dirai combien on peut soigner de malades psychiatriques avec une IRM 7 Tesla. Et puis, il y a le soutien pour vos projets, parce que certains d'entre vous sont dans les instances de décision des services et que vous allez écrire, développer des projets que vous allez présenter et peut-être qu'ils seront retenus. Puis je ferai une petite conclusion. Alors, les chiffres, c'est toujours les mêmes. Je vais aller très rapidement. C'est pour vous dire d'abord que la psychiatrie, c'est 2,5 millions de personnes qui sont prises en charge en 2015. Un chiffre extrêmement important qu'il faut garder en tête, c'est le nombre d'établissements de santé spécialisés autorisés en psychiatrie. 569 établissements, c'est beaucoup sur tout le territoire. Et vous verrez qu'on va faire une péréquation tout à l'heure parce qu'on va diviser certains chiffres par 569. Bon, le nombre de millions d'actes, ce n'est pas très intéressant. Et puis, quelque chose aussi qui est très important, et vous êtes les pionniers par rapport à ça, c'est malheureusement le problème des suicides en France, qui reste la lanterne rouge ou une des lanternes rouges sur l'Union européenne, avec un taux qui est tout à fait inadmissible de nos jours. Parlons un peu de coûts, c'est-à-dire comment sont utilisés vos impôts directement et indirectement.
109 milliards d'euros par an de coûts économiques et sociaux pour les troubles mentaux, avec une répartition qui est 65 milliards pour la perte de qualité de vie, 24 milliards pour la productivité, 13 milliards pour le secteur médical et 6 milliards pour le secteur médico-social. Je pense que vous auriez tous cru que c'était les dépenses de santé qui étaient les plus lourdes. En fait, ce n'est pas vrai. Ce qui est le plus lourd, en fait, c'est essentiellement le fait que les patients ne travaillent pas et qu'on est dans un système de subventionnement et de protection sociale. Eh bien, les patients ne travaillent pas, ne perçoivent pas de salaire, ne payent pas d'impôts sur leur salaire, et la société, la communauté, les soutient financièrement. Alors, il y a des structures et des systèmes, j'en ai pris un seul exemple, qui ont prouvé qu'on pouvait faire changer des organisations très compliquées. En 2014, à Copenhague, ils en avaient marre des urgences qui étaient complètement saturées, et ils ont fait un système de tri des patients avec, d'une part, un système téléphonique et d'autre part, un système informatique. Et en l'espace de 4 ans, 25% du flux des usagers a diminué avec, paradoxalement, ou peut-être positivement, une augmentation du travail des médecins généralistes. Et donc voilà quelque chose gagnant-gagnant. La saturation des urgences, la preuve qu'on peut l'améliorer, et aider de manière gagnante les médecins de première ligne à gérer les petites urgences, voilà la preuve. Alors réussir en santé, c'est effectivement faire preuve d'intelligence, faire preuve d'imagination et donc d'innovation organisationnelle au sens large, mais aussi d'esprit d'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, la plupart d'entre vous ne sont pas là parce qu'ils ont fait une école de commerce, mais peut-être qu'il y en a, à part moi. Non. Bon. Eh bien, peut-être que certains auraient dû, parce que j'aurais été moins seul. Et puis, on peut s'inspirer aussi des réussites locales et se poser la question de leur diffusion dans la communauté. Et on sait, je dirais plusieurs fois, à part bien sûr ce qui se passe ici à Lille, sur le territoire français, il y a des choses qui marchent, mais peut-être que vous ne savez pas, et peut-être que ceux qui arrivent à faire des choses qui marchent n'arrivent pas non plus à communiquer suffisamment pour faire passer leur information et qu'elle soit diffusée, partagée, un peu comme on pourrait dire en open source pour les logiciels en général, mais on pourrait aussi, après tout, pourquoi pas, payer pour une prestation d'ingénierie qui nous permettrait d'avoir des systèmes qui fonctionnent mieux. Alors, la difficulté, c'est ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut repenser nos propres organisations dans lesquelles on a été élevé depuis des années, moi en particulier, et est-ce qu'on peut bousculer nos habitudes et puis nos cultures? C'est-à-dire est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut ne pas parler de secteur? Est-ce qu'on peut ne plus parler de secteur? C'est pas possible, d'accord? Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus en parler. Est-ce qu'on peut parler autrement de la durée d'hospitalisation? Des fois, c'est difficile. Est-ce qu'on peut parler de, mais un collègue l'a abordé tout à l'heure, des traitements non psychotropes des troubles psychotiques? Alors, on est confronté à des contraintes qui sont extrêmement importantes parce que le système, il est organisé de manière administrative, législative, légale, et nous-mêmes, en tant que praticiens, en tout cas, on n'est pas des directeurs d'hôpitaux, on n'a pas beaucoup de liberté de gestion. Et je ne crois pas qu'il y ait un directeur d'hôpital ici. Monsieur, avez-vous une liberté de gestion? Une certaine. Alors, en tout cas, ce que nous savons, c'est que les études, en particulier celle de Campion en 2017, dans le Lancet Psychiatry, il nous dit, et Anaïs l'avait dit tout à l'heure, que investir dans la psychiatrie, c'est probablement ce qu'il y a de plus rentable en santé aujourd'hui. Et investir dans la psychiatrie, c'est plus rentable que d'investir dans la cancérologie. Parce que pour une livre qui est investie, ça dépend des auteurs, hein, mais voilà, là, moi j'ai 17 livres, tu avais 15 livres. Il n'y a quasiment aucun autre système qui a un levier financier qui soit aussi intéressant, parce que malheureusement, les troubles psychiques, vous avez vu, entraînent énormément de pertes médicales, de comorbidités et surtout de pertes sociales qui coûtent très très cher. Alors l'intervention précoce,
c'est extrêmement positif, non seulement d'un point de vue humain, clinique, médical, mais d'abord parce que ça provoque des économies extrêmement importantes. 1 euro, 15 euros, enfin une livre, 15 livres. Et que ça crée ce qu'on appelle la richesse mentale, le mental wealth, c'est-à-dire que les gens vont mieux. Et puis d'autre part, ça sauve des vies, vous sauvez des vies avec vos programmes de prévention du suicide. Je ne dirais pas combien coûte une vie humaine, mais on a des épidémiologistes qui sont capables de dire combien coûte malheureusement un suicide. Alors tout ça est relié, excusez-moi, j'ai un chat. Tout ça est relié à des enjeux territoriaux forts, parce que sur tout le territoire français, en fait, il y a énormément de disparités. Et ces disparités, elles ne sont pas que régionales ou départementales, elles peuvent aller jusque dans, elles peuvent aller jusque dans votre propre institution, et vous avez des services qui s'en sortent mieux que d'autres et qui ont des réussites, là encore, qui ne sont pas toujours connues. Et puis, il y a aussi, pour les ARS, des modulations de financement qui sont intra- et interrégionales, avec des dotations annuelles qui sont variables en fonction de critères qui sont évalués par les ARS. En tout cas, on sait qu'il y a énormément de disparités et que récemment, en 2018, 3 régions ont été dotées de manière différente parce qu'elles étaient sous-dotées jusqu'à présent. Le Val-de-Loire, l'océan Indien et le Pays de Loire. Je fais une parenthèse pour l'océan Indien parce qu'il y a Mayotte dans l'océan Indien qui est un problème majeur et on espère que les choses vont s'arranger pour eux. Et puis de l'autre côté, il y a la complexité de l'accompagnement de ces patients très compliqués qui rend l'innovation comme une condition absolument nécessaire. Et elle concerne avant tout la relation entre l'usager qui a perdu son autonomie, c'est notre client, et le professionnel qui est responsable de la continuité des soins et des services en encourageant toujours la meilleure coordination, donc une forme d'économie de coûts de transaction entre les participants. Alors, au niveau de l'État, il y a des volontés et il y a des résultats. Il y a d'abord la stratégie nationale de santé qui a mis en avant 4 axes. D'abord, mettre en place une politique de promotion de la santé qui inclut la prévention, donc en premier, dans tous les milieux et tout au long de la vie. Il y a la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en santé. Elles sont flagrantes dans votre région. C'est la garantie aussi de la qualité, de la sécurité et la pertinence des prises en charge. Et en 4e position, l'innovation pour transformer le système en affirmant la place du citoyen. Alors, il y a eu l'article 69 et son décret en juillet 2017 qui disait pour la psychiatrie, pour la santé mentale, repérage précoce des troubles psychiques, élaboration d'un diagnostic et amélioration de l'accès aux soins avec accompagnement social ou médico-social. Si ça, ce n'est pas de l'intervention précoce, qu'est-ce que c'est? Et puis, organisation sans rupture du parcours des usagers, en particulier ceux qui présentent des troubles graves, donc avérés, on va dire, à risque ou en situation de handicap psychique, en vue de leur rétablissement et de leur insertion sociale. Là, on est plutôt sur le versant réhabilitation. On n'oublie pas l'accès aux soins somatiques, on n'oublie pas la prévention et la prise en charge des situations de crise et d'urgence. Et puis, bien sûr, le droit des usagers, l'action sur les déterminants sociaux et environnementaux. Mais ça, ce sont des projets à très long terme. Agir sur l'environnement, c'est à 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et le suivi global, sanitaire, social et médico-social de l'usager dans son milieu de vie naturel pour éviter une forme d'hospitalisme. Il y a aussi le plan Ma Santé 2022 qui réaffirme la priorité donnée à la psychiatrie et à la santé mentale dans la continuité des mesures de la feuille de route que je vais vous présenter dans une minute. Elle dit que la psychiatrie française doit aujourd'hui renforcer ses collaborations avec les professionnels des soins primaires, c'est-à-dire les médecins généralistes essentiellement, et organiser dans les territoires un accès plus rapide aux nouvelles thérapeutiques et aux soins spécialisés. Alors il y a des axes, en particulier détection plus précoce des troubles psychiques, on l'a déjà vu, mise en place d'une politique ambitieuse de prévention, lutte contre la stigmatisation des personnes, ça c'est l'aspect citoyen, amélioration de l'accès des patients à des parcours de soins coordonnés. Derrière ça, il y a le case management, par exemple. Et puis, il y a en fait un millefeuille, d'une certaine manière, de propositions. Et là,
la DGCS, la Direction générale de la cohésion sociale, a aussi son avis. Et dans sa stratégie quinquennale de l'évolution de l'offre médico-sociale sur le handicap, le volet handicap psychique, dans l'action numéro 4, elle dit mettre en œuvre dans les régions du parcours global et intégré pour les personnes en situation ou à risque de handicap psychique. Depuis un an, depuis juin 2018, on a la feuille de route dont on vous a parlé tout à l'heure et dont le professeur Bellivier est le porte-parole aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit, la feuille de route? Elle dit d'abord qu'il y a 37 actions qui sont réparties en 3 axes. Je vous passe la lecture. Les 3 axes, c'est quoi? C'est promouvoir le bien-être mental, prévenir et repérer précocement la souffrance psychique et prévenir le suicide. C'est le tout premier axe. Deuxième axe, garantir des parcours de soins coordonnés et soutenus par une offre en psychiatrie qui soit accessible, diversifiée et de qualité. On parle de qualité. Améliorer les conditions de vie et d'inclusion sociale et la citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique. Avec ces 3 axes, il y a 37 actions. J'en ai repéré quelques-unes qui peuvent être utiles à notre propos aujourd'hui. J'ai commencé... Alors, en fait, elles se suivent. C'est l'action, je ne sais pas, l'action 2, l'action 11, l'action 17, l'action 23, par exemple. Elles se suivent comme ça. La première action qui apparaît, qui nous concerne, c'est promouvoir la santé 3.0. Ça veut dire que la feuille de route met l'accent sur l'informatisation, les systèmes d'information, la communication digitale, l'information des praticiens de première ligne, l'information des professionnels, et que ça va passer, la téléconsultation, l'intelligence artificielle, etc., et que probablement ça va passer par là. Développer les prises en charge ambulatoires, y compris intensives, et les interventions au domicile du patient, en établissement et en service médico-social. Et c'est assez rare qu'on dise et qu'on rapproche le sanitaire du médico-social, c'est écrit dans la feuille de route. Mettre en place des parcours coordonnés de soins pour les personnes souffrant d'une pathologie mentale grave. En fait, dans la recommandation, dans l'action, je ne vous ai pas tout mis, mais ça parle de case management, et c'est la première fois qu'on parle de case management dans un document officiel, aussi officiel, et un peu plus haut dans une autre action, on parle de suivi d'intensité variable aussi. Mettre en place des parcours en santé mentale fondés sur une articulation territoriale entre secteurs sanitaire, social et médico-social, définis dans le cadre de projets territoriaux de santé mentale, on l'a déjà dit, et ça vous concerne au niveau du financement, adapter les ressources et faire évoluer le modèle de financement de la psychiatrie. Le problème, c'est qu'il y a un mais et qu'on se heurte encore à des difficultés. D'abord, le grand public n'est pas très favorable à la psychiatrie. Régulièrement, il y a des émissions ou des sondages qui nous disent que les malades sont dangereux, par exemple, que ce sont des meurtriers. Vous savez que, évidemment, vous tous, que c'est faux. Mais à part vous tous les autres pensent que c'est vrai. D'accord ? Et donc, le grand public, il n'est pas nécessairement d'accord pour que les impôts aillent vers la santé mentale, bien que ça pèse le tiers du budget de la sécurité sociale. Et puis, il y a souvent des difficultés qui sont liées à des facteurs entremêlés qui nous concernent, d'ordre organisationnel, institutionnel et culturel. Et je le dis avec prudence. Et puis, il y a des initiatives organisationnelles innovantes, une fois de plus, qui sont elles-mêmes confrontées à des résistances au changement culturel et institutionnel, ou dans leur propre établissement, ou autour d'eux, ou à d'autres niveaux de décision. Et puis, il y a un terme technique que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement, qui s'appelle la coopétition. C'est la collaboration-compétition, c'est la collision des deux mots. Et c'est-à-dire que pourquoi il a eu une part de gâteau plus grosse que la mienne, et pourquoi lui, il a eu une subvention et pas moi. Et vous savez que c'est quand même assez fréquent autour de l'attribution de ressources parfois rares dans la communauté psychiatrique, qui rend difficile pour nous-mêmes, après, d'aller convaincre nos interlocuteurs dans les tutelles sur le bien fondé de ce qu'on est en train de proposer de novateur. Et puis, on nous dit que, en fait, développer des systèmes pour répondre à des soins complexes, ça a un surcoût, c'est vrai.
ça a un surcoût. Avoir des case managers, ça a un surcoût. Gérer le turnover des infirmiers, ça a un surcoût. Mettre en place de nouvelles structures, ça a un surcoût. Ou transformer les structures, ça a un surcoût. Mais on a vu tout à l'heure que pour une livre, 15 livres, on pouvait aussi imaginer à moyen terme d'autofinancer sur les économies générées les programmes qu'on propose. Et puis pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui créent des modèles qui sont basés sur les données probantes, ce qu'on appelle evidence-based medicine, et qui font preuve de bonne volonté, mais qui ne s'appuient pas sur les recommandations internationales qui sont aujourd'hui tout à fait utilisables par tous. Vous avez vu tout à l'heure, on vous a parlé du programme RAISE One, mais on peut parler de la NICE ou du dernier programme des Néo-Zélandais et des Australiens. On peut aussi réfléchir à des stratégies de transfert de tâches pour alléger le système, améliorer la qualité et de la formation de nos collègues et des professionnels, les case managers, les infirmiers cliniciens, les infirmiers de pratique avancée, les consultations sans rendez-vous, la télémédecine, l'intelligence artificielle qui est développée dans d'autres pays concernant la santé mentale. Alors comment est-ce qu'on peut s'y retrouver là-dedans pour avancer et pour rapprocher des mondes qui peuvent paraître antinomiques jusqu'à présent, c'est-à-dire la santé sanitaire, le social, et puis moi je dirais management, mais c'est-à-dire l'organisation, comment on y arrive, l'ingénierie de développement, comment est-ce qu'on peut prouver ou donner des preuves tangibles aux financeurs, aux décideurs, qu'on a acquis des nouvelles compétences qui vont être utiles au développement des programmes. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un champion de projet ou des champions de projet qui pourront aider à promouvoir ces programmes? Et comment est-ce qu'on va travailler main dans la main et soutenir la médecine générale qui, comme on le disait ce matin, théoriquement, ne doit voir qu'un patient qui transite par an dans sa salle d'attente, c'est-à-dire qu'elle va le louper théoriquement. Mais ça ne tient pas que pour la psy. La médecine générale, du fait de son fonctionnement et de la rareté de la plupart des maladies graves, ne voit pas très souvent dans sa salle d'attente certains cancers. Les cancers ovariens passent à la trappe aussi, par exemple. Alors, il faut évidemment aussi impliquer les usagers, les familles et les pères aidants dans la gouvernance de ces projets. Et là encore, on a des problèmes historiques, on a des problèmes d'affiliation, des problèmes d'articulation entre les différents services qui vont être porteurs de ces projets. Et puis, on n'a pas beaucoup de culture de l'organisation et du management, et peut-être même de la coordination des soins dans nos services. Et il y a ce qu'on appelle aussi les difficultés d'ajustement autour de frontières organisationnelles chevauchantes. On en a eu un exemple ce matin avec nos collègues psychiatres d'adultes et psychiatres pédopsychiatres. Voilà typiquement un effet de frontières organisationnelles chevauchantes. Comment on fluidifie le passage du client, de l'usager, de manière souple et sans rupture de parcours entre deux entités qui sont séparées par des frontières administratives. Alors, de toute façon, vous n'y arriverez pas seul. Et je vous déconseille. Et surtout, si vous voulez seulement des sous, vous ne les aurez pas. Alors, j'ai mis le petit Yoda parce que si vous suivez ce que dit Yoda, d'abord, il faut anticiper. Parce que si vous n'anticipez pas dans votre structure, vous pouvez être rattrapé par des difficultés organisationnelles ou financières qui feront que vous serez en situation de crise et que l'ARS vous enverra des injonctions auxquelles vous ne saurez pas répondre parce que vous serez dans un timing très serré. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est identifier les besoins des usagers et de ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire tous les intervenants qui vont graviter autour des besoins des usagers et autour de votre propre besoin. Il faudra peut-être admettre d'évaluer vos pratiques professionnelles actuelles et chercher ce qui peut permettre de faire non pas des économies à tout prix, mais des transferts de compétences qui vont pouvoir réalimenter votre nouveau projet. Quand je dis nouveau projet, très souvent, je parle d'intervention précoce, c'est-à-dire d'une forme de prévention à moyen et à long terme sur votre territoire. Encourager le leadership
collectif, c'est-à-dire c'est toute une équipe qui doit avancer, et essayer de protocoliser les modalités d'intervention que vous allez retenir, parce que vous allez devoir les présenter, et elles vont devoir ressembler à quelque chose qui se tient. Je vais faire une petite parenthèse là sur la communication qui est extrêmement importante, parce que le projet que vous allez porter, vous allez aussi essayer de le transférer, d'informer la population qui est autour de vous. Et il faudra communiquer en interne, dans votre propre service ou dans votre hôpital, mais communiquer aussi en externe avec tous vos partenaires et utiliser et penser que les systèmes d'information ou la communication, Twitter, Instagram, Facebook ou d'autres systèmes peuvent être indispensables à faire connaître votre projet. Évidemment, négocier avec les tutelles le financement de votre projet, mais il faudra continuer jusqu'au bout et tout le temps à lutter contre les résistances. Et à terme, vous serez obligé de toute façon de mesurer l'impact de votre action et d'évaluer votre performance. Alors, on peut parler de performance par la qualité, puisque l'objectif, c'est que le patient et son entourage aillent mieux, soient satisfaits de votre proposition, et en sachant que la non-qualité coûte très très cher, et ça peut coûter aussi en vie humaine. Alors, il y a des modes de financement que vous pouvez solliciter, déjà en interne, je l'ai dit rapidement, parce que vous pouvez analyser et imaginer des transformations organisationnelles dans votre propre service pour essayer de réduire les coûts de fonctionnement, que vous pouvez imaginer, par exemple, des redéploiements entre le CMP, le service d'hospitalisation, etc. Et je vais venir à vous parler aussi des financements externes, qui sont la réponse aux appels à projets de l'ARS, par exemple, les appels à projets nationaux, le fameux article 51, et d'autres financements qui sont plutôt liés à des actions philanthropiques. Alors, l'article 51, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est, mais si vous ne savez pas, je vais prendre 1 minute et on va tout vous expliquer. On va vous lancer une petite vidéo d'explication. Merci. Alors, une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Il y a d'autres systèmes, mais vous allez voir, qui ressemblent beaucoup à cette vidéo sur l'article 51 et qui sont d'ailleurs connectés à l'article 51, en particulier le Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, qui est un fonds en 2019 qui est doté de 10 millions d'euros. La date de la réponse à l'appel à projet vient de se terminer, je crois, ou pratiquement. Ce fonds a pour vocation à financer ou à amorcer des projets innovants dans l'organisation et les prises en charge afin de répondre aux besoins de transformation de l'offre de santé en psychiatrie qui permettent de répondre aux actions prioritaires de la fameuse feuille de route que je vous ai montrée tout à l'heure. Ils peuvent se relever d'accompagnement ponctuel pour faciliter la transition vers de nouvelles pratiques organisationnelles, ou cela peut être une démarche d'initiation du changement dans la durée, pour laquelle le relais financier sera assuré
sera à assurer dans un second temps à l'issue d'une évaluation en vue de pérenniser et de généraliser les dispositifs probants. Ça ressemble à ce que vous avez vu dans la vidéo. Alors, quelles sont les orientations? Il y a en fait 5 axes de travail dans lesquels doivent s'inscrire les projets présentés et vous allez tous voir si vos projets plus ou moins avancés correspondent à ces 5 axes. D'abord, le premier axe, c'est repérage et prise en charge précoce en pédopsychiatrie et psychiatrie périnatale. Certains sont concernés, certainement. Mise en œuvre des parcours en psychiatrie favorisant la proximité et les articulations entre l'ensemble des acteurs du parcours de santé. Troisième axe, des projets de télémédecine au service des patients et des professionnels. Quatrième axe, accès aux soins somatiques, repérage et prise en charge précoce en lien avec les soins psychiatriques. Cinquième axe, prévention et gestion des situations de crise et d'urgence. Alors, je m'étais dit que je voulais faire un petit sondage pour voir combien de mains se lèveraient pour chacun des axes, mais peut-être que vous n'êtes pas partant pour ce genre de... Si, vous seriez d'accord? Ou pas? Bon, c'est pas très grave, mais en tout cas, je me doute que chacun d'entre vous peut s'identifier dans chacun de ces axes. Alors, il y a aussi les modalités d'organisation et de sélection des projets. D'abord, c'est les ARS qui vont organiser l'appel à projets au niveau régional, qui s'adresse, et ça c'est intéressant, à l'ensemble des acteurs de la psychiatrie, les établissements de santé autorisés en psychiatrie publique et privée, j'insiste, les professionnels de santé libéraux, les structures d'exercice regroupées, les associations, les groupements de coopération. Donc, a priori, personne n'est oublié et tout le monde peut candidater. Alors évidemment, il faut être en lien, quand le projet le justifie, avec les structures médico-sociales et sociales, puisque depuis le début, on voit qu'il y a des rapprochements entre le social et le médico-social, qui est une particularité à la française. Dans la plupart des pays anglo-saxons, il n'y a pas de frontière chevauchante entre le médico-social et le sanitaire. Donc il y a des instructions des projets qui vont être classés, et ils vont être classés avec une grille particulière de lecture. D'abord, on va, dans les ARS, regarder le caractère innovant du projet pour le territoire candidat. Et alors l'innovation, c'est un mot dont vous entendez beaucoup parler, dont vous ne connaissez peut-être pas la définition, mais la définition simple de innovation, c'est besoin non couvert. C'est tout. D'accord ? Et donc vous pouvez comparer le projet que vous avez avec cette définition. Et si vous faites un projet qui correspond à un besoin qui est déjà couvert, je vous encourage à laisser tomber tout de suite et à réfléchir. La pertinence au regard de la politique régionale de santé et l'impact, vous voyez, besoin, importance du besoin qui sera satisfait, parce que bien sûr, il y a des différences régionales qui sont importantes, on l'a vu tout à l'heure. L'opérationnalité pour un engagement dès 2020, ça veut dire qu'il faut déjà avoir les pieds dans les starting blocks au moment où vous envoyez le document s'il est retenu. Le potentiel estimé de pérennisation et de transférabilité. Alors pérennisation, ça veut dire que vous serez financé, je crois, pour 3 ans là, et il faudra que vous soyez prêt à trouver le financement qui permettra de continuer vous-même ce programme, et que vous soyez en mesure de démontrer sa transférabilité, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, comme sur la vidéo, essaimer sur le territoire national. Votre capacité à mobiliser les acteurs et avoir une analyse préalable de la faisabilité. Le fait d'avoir une soutenabilité financière au regard des bénéfices attendus, donc il faudra démontrer l'intérêt médico-économique, c'est une autre manière de le dire. Et évidemment, la qualité du dossier, incluant l'évaluation. Et les médecins ne sont pas tellement formés à l'évaluation médico-économique ni à l'évaluation tout court des projets qui sont amenés à déposer. Alors, on dit, et c'est d'ailleurs dit dans la vidéo, que le financement intégrera la prise en charge de l'accompagnement méthodologique déployé, le cas échéant, par les ARS pour les établissements candidats, que vous pourrez bénéficier d'un appui financier ponctuel, par exemple pour certains besoins d'investissement. Et puis,
la durée des fonds alloués dans le cadre du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie ne pourra pas excéder la durée de 3 ans. C'est un petit peu paradoxal, mais je pense que c'est lié à la gestion en fait, du fonds qui n'est pas infinie. Et alors c'est intéressant de voir la dernière phrase, la recherche de cofinancement, abondement de certains projets spécifiques par l'ARS, crédits médico-sociaux ou autres financements est encouragée. Et je pense que si vous déposez un dossier qui est 100% financé par le fonds, vous aurez plus de difficultés. Alors, vous pouvez aussi candidater directement pour des dossiers d'innovation auprès de votre ARS, mais les dossiers sont maintenant quasiment tous traités pareil. Et puis, vous pouvez faire appel à d'autres fonds. Alors, je vous ai mis ici le fonds Addiction. En ce moment, il y a eu ce qu'on appelle l'appel à projet Société civile pour le fonds tabac. Vous en avez peut-être entendu parler, qui a été clos il y a 1 mois à peu près, et dont on attend les résultats bientôt. Et si vous avez un programme sur les addictions, peut-être que notre collègue de ce matin, je ne sais pas si elle est dans la salle, a concouru, eh bien vous pouvez espérer bénéficier du fonds tabac. Mais il y a d'autres fonds, parce que la Mildeka aussi finance des fonds pour les addictions, et l'IRESP vient de lancer un nouveau programme. Vous pouvez aussi, si vous êtes plutôt orienté médico-social, déposer un projet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous pouvez aller sur le site et vous verrez que vous pouvez aussi proposer des projets. Alors, vous pouvez évidemment faire appel à la philanthropie, la Fondation de France, qui a un programme maladie psychiatrique. Et d'ailleurs, Anaïs en est la bénéficiaire. Bravo Anaïs. Vous pouvez aussi faire appel à la Fondation de Necker, que vous connaissez peut-être, qui finance à la fois des bourses de recherche, mais qui finance aussi des projets d'accompagnement pour des projets que les jeunes proposent eux-mêmes. On a eu la chance cette année d'avoir 4 jeunes qui ont été financés pour leur projet par la Fondation de Necker. Mais vous pouvez aussi déposer, par exemple, à la Mutualité française sur maladies chroniques, ou déposer à la Fondation Groupama, mais la BNP fait ça aussi, Monoprix fait ça, et d'autres institutionnels. Ah. Alors, je ne voulais pas rester sans parler de l'industrie pharmaceutique, parce que s'il y a des médecins dans la salle, on est souvent en relation avec l'industrie pharmaceutique, et on pourrait croire que l'industrie pharmaceutique pourrait financer des programmes d'envergure. Je dis bien d'envergure. En fait, ce diagramme, c'est le nombre de dossiers traités par l'industrie pharmaceutique en 2015, et on voit le nombre de dossiers et comment ils ont été répartis. En fait, la majorité des dépenses, ou du nombre de dossiers, c'est-à-dire c'est le nombre de médecins qui ont bénéficié de subventions de l'industrie pharmaceutique en 2015, c'était les hospitalités. Et puis, tout en bas, par exemple, des études marketing, seulement 1910 médecins, j'imagine, ou dossiers ont été traités. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de place chez eux pour des financements pérennes de projets d'envergure hospitalier. Hospitalité, congrès, symposium, contrat de consultant, formation, études de marché, collaboration scientifique, orateur formateur, promotion, publicité. On a besoin de leur aide, mais en tout cas, ne croyez pas que votre programme pourra être financé tout ou partie par l'industrie. Et puis très modestement, je voulais vous présenter le programme Prepsi Focus, en l'occurrence, qui est financé par les appels à projets dont je vous ai parlé, qui existent depuis 2012 maintenant, qui est un programme d'intervention précoce pour des jeunes de 18 à 25 ans atteints de premier épisode psychotique à Paris, qui est un programme qui est basé sur le case management de cas complexes. Et c'est toujours un plaisir pour moi de présenter une partie de notre équipe. Tout le monde n'est pas là, mais voilà une équipe de case management, pas tout à fait au complet, qui reçoit 70 usagers tous les jours qui sont suivis avec le système de case management. Voilà. Bien sûr, les familles ne sont pas oubliées. Il y a des collègues de l'UNAFAM qui sont présents. J'ai mis en avant aussi le réseau Pro-Famille. Mais maintenant, il y a des nouveaux systèmes d'ailleurs de psychoéducation pour les jeunes parents
qui sont des parents de jeunes atteints de pathologies type troubles psychotiques émergents, en particulier la technique qui s'appelle BREF, qui est beaucoup plus courte, comme son nom l'indique, et moins lourde que le programme Profamille. Et puis, si vous voulez un peu de lecture, il y a de plus en plus d'informations qui circulent autour du case management et autour des recommandations internationales sur la prise en charge des premiers épisodes psychotiques, y compris sur l'ingénierie de développement. Et je vous encourage, si vous voulez, à lire particulièrement celui-là qui vient de sortir, qui est le guide du clinicien pour les troubles psychotiques émergents. Voilà, merci pour votre attention et je répondrai à toutes vos questions. Un grand merci, Dr Gozlan. Et donc, 2-3 mots avant de donner le micro à la salle. La Fédé, pour finir, Marraine n'était pas, il y a 13 ans, quand elle a vu le jour, était en droite ligne avec ce qu'on nous propose maintenant dans les SROS et dans les plans de santé mentaux. Donc, vraiment, là, avant-gardiste et en droite ligne avec ce qui est expliqué. Un grand merci de nous avoir éclairés parce qu'on a dans la salle un public disparate en profession, en représentation, surtout des travailleurs sociaux, des étudiants. Donc, qu'ils soient rassurés quand même par le fait que vos dirigeants, vos représentants, vos directeurs, voilà, je pense qu'ils s'enlèvent... il se démène grandement en travaillant longuement pour ces projets, pour les mener. Et on ne le dit pas assez, mais le professeur Thomas, le docteur Gozlan sont ces personnes qui permettent de créer et après de pouvoir faire connaître et à partir de là de recruter dans ce sens-là. Voilà. Si vous avez des questions... Non, je vais prendre la parole juste 5 minutes pour une petite remarque. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la communication en psychiatrie est très importante. On n'aurait pas certains rapports tout à fait défavorables à la psychiatrie si effectivement on connaissait tout ce qui s'est mis en place depuis une ou 2 décennies dans toutes les régions. Et à ce niveau-là, c'est pour ça qu'au niveau de la fédération qui est née en juillet 2007 officiellement, nous avons toujours eu une cellule communication. Nous avons un document qui date maintenant, mais qui date de 4 à 5 ans, où nous avions mis au niveau de la région, à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais, 40 innovations en lumière. 40, et qui n'étaient absolument pas connues en général du niveau national. Et pour conclure, et ceux qui me connaissent ne vont pas être étonnés, ici, ce qu'on fait, ce n'est pas à Lille, c'est dans la région Hauts-de-France, parce que ce sont tous les acteurs de la psychiatrie de la région Nord-Pas-de-Calais pendant une dizaine d'années, Hauts-de-France aujourd'hui, qui ont agi et non pas uniquement quelque chose qui se passe dans la métropole lilloise. Micro. C'est bon, on synthétisera certainement avec le docteur Hamad par la suite. C'est simplement sur les moyens financiers. Bon, moi, donc venant de Belgique, je suis bien conscient qu'aujourd'hui, on doit travailler avec l'existant, en fait, en termes de moyens financiers, et vous donner des moyens éventuellement d'impulsion. Nous, on connaît ça très bien. Le problème, c'est que la transition au niveau des opérateurs avec qui on travaille, pour que ces moyens d'impulsion, ils se les approprient et transforment leur structure ou leur façon de travailler, pour qu'on puisse, avec ces moyens-là, faire autrement, comme était donné l'indication du projet d'impulsion, c'est très difficile. Il faut aussi changer les manières de gouvernance. La gouvernance doit être beaucoup plus horizontale et beaucoup plus partagée qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, en tout cas chez nous. Chez nous également, je pense. Oui, merci de préciser, parce que, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de culture, c'est-à-dire combien d'heures avons-nous eu pendant notre formation, même parmi les plus jeunes, sur la médico-économie, l'organisation du système de santé en France, les méthodes de communication avec nos partenaires administratifs. Et on sait que c'est très peu. Donc, soit il faut accepter d'aller se former en plus, soit il faut de toute façon faire des efforts supplémentaires.
Ce sont deux mondes qui doivent mieux communiquer, c'est sûr. D'autres questions? Bon, on retiendra donc le chiffre qui revient depuis ce matin, c'est 1 euro investi en rapporte entre 15, 16, 17, hein, selon... c'est à peu près ça. Je vais quand même faire une petite précision parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une livre investie provoque un bras de levier de 15 livres. Ce n'est pas aussi simple que ça. En fait, il faut suivre le patient déjà suffisamment longtemps. En tout cas, la première année, la deuxième année, on n'est pas dans ce système de bras de levier. C'est si le patient est suivi déjà depuis au moins 2 ans dans des systèmes de case management comme celui que je vous ai rapidement présenté, que ça devient efficace, puisque c'est tout l'intérêt de la prise en charge ultra précoce ou précoce avec des équipes soins complexes dédiées. D'accord ? Mais ça veut dire aussi que ça ne coûte cher, entre guillemets, que pendant 2 ans, et qu'à partir de là, on ne vous a pas montré, mais on a des courbes qui montrent la différence entre les patients qui sont suivis as usual, comme d'habitude, dans les CMP en France ou dans les structures américaines, et les patients qui sont passés dans les services qui ressemblent de près ou de loin à Prepsi dans les autres pays. Donc il faut accepter la surcharge, accepter momentanément pour que ça devienne rentable. Tout le monde admet la rentabilité pour d'autres choses, n'est-ce pas? Investir pour l'avenir. Voilà. Et deuxième... Et ce qui ressort aussi avec les communications de ce matin, c'est aussi voilà, ce qui commence à transparaître, c'est de casser les barrières maintenant du secteur psychiatrique. Et je pense que les travailleurs sociaux qui sont ici vont le voir d'un bon œil, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes rapports. Et combien de fois vous voyez renvoyer en disant ils ne font pas partie de notre secteur et allez voir à côté. Je pense qu'on est en train de casser tout ça. Et voilà, ça va se faire tranquillement. Voilà.